Merci, c'est maintenant? C'est bon? C'est maintenant, c'est bon. Merci, merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Je me mets là? Ok, parfait. On va commencer ça. Est-ce que tout le monde est là? Parce que je sais qu'on a de la concurrence en face, donc je voulais prendre des gens de la salle d'à côté pour les mettre là. Donc, généralement, ce que je fais, c'est je fais applaudir les gens, comme ça ils pensent qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe ici. Et donc, ils vont traverser, ils vont venir. Donc, pour nous aider un peu à nous préparer, j'aimerais qu'on s'applaudisse mutuellement avant de commencer. Et là, normalement, les gens vont venir. Oui, c'est bon. Super. D'autant plus que ça va être un peu interactif, donc il va falloir que vous participiez, parce qu'on va vous faire travailler. On parle toujours dans la sécurité, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. On va arrêter avec ça pendant l'espace de notre conférence, parce qu'on sait que ça a déjà arrivé. Puis on va essayer de trouver un peu de sourire dans nos histoires de cybersécurité, et puis pas penser à quelque chose qui fait mal. Et puis l'idée, c'est de parler d'histoire d'erreur. On va se présenter, puis vous allez voir... hop, ça fait next. Ça va marcher. Waouh, cool. Je commence par moi. Je me présente, Dominique Derrier. J'ai mis mes années d'expérience en hexadécimal, comme ça paraît moins grand. Je suis V-CISO chez Neotrust, j'accompagne des sociétés dans leur parcours de cybersécurité. Et puis, la nuit, dans l'autre partie, je suis pas mal un fan d'open source. Je fais des Rubik's Cube. Je build des CTF, des captures de flag, pour ceux qui connaissent. Je participe à des captures de flag. Et puis, petite passion des ESP32. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que des ESP32? Il y en a qui ont utilisé ça? Ceux qui font de la domotique, généralement, il y en a un peu partout, dans votre four à micro-ondes connecté, partout il y a de ça. Docker, et puis mon éditeur préféré, c'est VI. Vous faites tous de l'ATI ici? Tout le monde fait de l'ATI? Oui? Parfait. Est-ce qu'il y en a qui font du Linux un peu? Ok, donc VI, normalement, je devrais avoir des fans qui devraient lever la main quand ils se... Donc voilà. Et puis, ça fait 20 ans que je fais de la cybersécurité et puis de l'IT. Donc bonjour à tous, moi je suis Pierre-Luc Alves, donc ça fait pas 20 ans mais pas loin que je fais de la cyber. Moi j'ai débuté ma carrière à faire du pentest et puis ensuite de l'audit organisationnel et donc je suis aussi un grand fan de ski de randonnée qui n'a rien à voir avec la cybersécurité, ce n'est qu'il ne faut pas mourir. Donc c'est peut-être un peu le seul parallèle qu'on peut faire et ça me fera très plaisir d'en discuter avec vous. Petit disclaimer, les histoires qu'on va vous raconter et sur lesquelles on va vous faire participer, elles sont toutes vraies. Elles ont eu lieu à un moment ou à un autre dans notre vie de consultant, auditeur, dans les 40 années d'expérience cumulées qu'on a tous les deux. Certaines, il ne faudra pas trop les raconter en public, parce que voilà, elles sont plutôt osées. Ah, je crois que l'applaudimètre a fonctionné. Ah, c'est bon. C'est bon. Okay. Bonne fête. Non, pardon. Oui, des fois, il y en a qui sont drôles. On ne se moque pas. La vocation de partager ou avec vous nos expériences, c'est de se rendre compte de ce qui existe, puis de ne pas tomber dans des pièges parfois trop évidents. Donc, on peut rigoler, ça fait sourire, mais l'idée, c'est de pouvoir en apprendre. L'erreur des autres est gratuite. On n'a pas expériencé l'erreur. Ça permet de... On se veut bienveillant. Encore une fois, c'est pour aider à apprendre, à comprendre comment ça fonctionne, à voir ce qu'il y a eu, à voir les erreurs des autres pour ne pas être mal pris. Parce que dans l'urgence, dans un incident, dans des choix, des fois, on peut être mal pris. Puis quand on ne le sait pas, voilà. Ça. Et donc, c'est participatif. Donc, sentez-vous vraiment libre de prendre la parole et de raconter vos propres expériences. Parce qu'évidemment, on n'a pas tout vu, même si vous allez voir quelques drôleries. Et nous, très, très preneurs pendant ou après d'en discuter avec vous. Vous avez probablement vu des choses aussi similaires. Et comme tu le disais, on se veut bienveillant. Donc vraiment, faut prendre ça avec le fun et avec humour. Et on n'a pas maltraité de LLM? Oui, c'est vrai. Pas tant. Voilà. Donc en 3 phases, une partie un peu des basiques. La partie qu'est-ce qui se passe quand on tombe en crise, et puis ceux qu'on ne savait pas trop où classer, les oups, on ne sait pas trop où les mettre. Ouais, c'est vrai que la partie en crise, quand c'est la crise, on n'a pas trop envie de rigoler. Puis vous allez voir qu'il y a certaines situations qui font pas rire. Puis après, une fois qu'on a réglé ça et que ça va mieux, on peut se permettre parfois de regarder ça avec un peu d'humour. Et c'est là la partie un peu interactive. Je vous invite à scanner le QR code, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour voler vos comptes. C'est pas du phishing. Ça va vous permettre de participer, d'être interactif. On veut
En fait, ce qu'on veut sonder, c'est qu'est-ce que vous auriez fait dans ces 4 situations. Puis vous allez voir que... Vous allez voir, normalement, vers la fin des questions, vous n'allez pas choisir ce que vous pensiez, c'est ce que vous vouliez voir. C'est différent. Ça fonctionne? Normalement, ça devrait arriver sur une petite page de polling. Plouf, plouf. Ça marche? 2 bitcoins? Alors... Un seul suffira. Faut pas le dire. Non, mais un seul suffira. On va soit... Ah oui, oui. Ouais. On va pas être gourmand. Faut savoir. Parfait, ça marche. Puis de toute façon, il y a le QR code qui va s'afficher après dans les... Ah, cool, merci. Ah, il faut cliquer dans le bleu. Ah, non, pas dans le bleu. Ah, comme ça. Hop, comme ça. Hop, c'est parti. C'est parti pour les bases, l'indispensables. Ah oui, ChatGPT est utilisé. Alors, première petite mise en situation, les mots de passe. Bon, je pense que tout le monde en a un, ou alors que vous fassiez du passwordless, tout le monde a à gérer. En tout cas, même si vous êtes au passwordless, à un moment donné, vous avez eu à gérer des mots de passe. Quand on fait un test d'intrusion, l'objectif des pentesters, au départ, ce qu'ils vont chercher vite à compromettre, c'est votre compte, donc votre login et votre mot de passe. Et donc, pour pouvoir y arriver, donc, ils vont faire tout un tas de manipulations sur les systèmes et sur les réseaux. Et puis, à un moment donné, ils vont probablement arriver sur un hash qu'ils vont devoir essayer de casser. Et donc, globalement, c'est quoi le pire mot de passe que vous puissiez utiliser et donc craquer pour pouvoir le découvrir? Si vous n'arrivez pas à craquer le hash, ça ne va pas être drôle. Mais si vous arrivez à le craquer, du coup, parfois, vous arrivez sur le mot de passe de la personne. Puis un mot de passe, c'est très personnel. Parfois, on utilise des choses qui sont très, très ancrées au fond de soi-même, justement pour que l'attaquant ne les trouve pas. Et puis du coup... peut y avoir des choses assez classiques, en fait. Ouais, il y a 2 grandes façons de craquer un mot de passe. Que vous savez comment... Vous savez, c'est quoi les 2 grandes méthodes? Il y en a une, c'est le dictionnaire. Ouais. Puis là, on en a plein des exemples, des RawQ qui existent, des CrackStation. On peut combiner les dictionnaires aussi. Les mots de passe qui peuvent exister. Et puis, la deuxième façon, c'est le brute force. On va essayer toutes les combinaisons qui prend un petit peu plus de temps. C'est un peu plus long, mais... Et donc, quand on fait des pentests, on explique, c'est ça, le jeu, c'est de craquer un peu les mots de passe et de voir. Et donc, voilà. Alors, on a quand même beaucoup de gens qui votent, c'est parfait. Ouais, c'est bien. Gros succès. Donc, alors, Chantal 1987, c'est pas la bonne réponse. Non. Mais moi, je l'ai trouvé, c'était le mot de passe d'un de mes anciens présidents. Donc, sa femme et son année de mariage. Donc, quand je l'ai affiché dans le conseil d'administration avec tous les mots de passe que j'avais trouvés, il y a eu un petit pincement au cœur. Est-ce qu'on donne tout de suite la bonne réponse? Ouais. Ouais, donc le mot de passe à ne pas diffuser en présence de vos enfants, c'est bite de chien. Donc celui-là, je vous assure, en présentation des résultats aux clients, quand la personne est dans la salle, et qui a son mot de passe qui s'affiche, parce qu'à un moment donné, il faut présenter les résultats de ce que vous avez trouvé, ça jette un froid un peu. C'est un peu comique. Donc évidemment, le conseil, c'est mettez pas un mot de passe si jamais vous avez un peu honte de ce mot de passe. Voilà, parce que si jamais ça sort... Boum. Alors, vous avez tous de la surveillance, puis si vous faites de l'IT, vous avez tous des outils de monitoring, puis on a une grande catégorie, on peut avoir MRTG, Zabbix, Datadog quand vous faites beaucoup plus de cloud, etc., etc. Il y a énormément d'outils pour gérer la visibilité de vos infrastructures. Puis si vous avez Kim Jong-un qui vient vérifier votre monitoring, vous avez à cœur de vérifier si ça se passe bien. Dans beaucoup d'expériences, et puis j'ai eu la chance de travailler pour un MSP qui avait une surveillance, un grand nombre d'assets avec la surveillance du réseau, qui est quelque chose d'important parce que quand le réseau ne marche plus, ça se voit très vite, puis là vous avez les appels au support. Et tous ces outils ont quand même besoin d'une petite mise à jour. Et donc on avait une équipe qui était en charge de la mise à jour de ces infrastructures-là, puis le monitoring, si vous ne l'avez plus, vous êtes aveugle. Et puis le monitoring par les usagers, ça va 5 minutes, mais vous ne voulez pas que vos usagers vous appellent pour vous demander ça marche-tu, ça marche-tu pas, etc. Donc, si on clique sur la question, moi j'ai une personne qui nous a fait une mise à jour. Il faut que je mette play, non? C'est ça. Oui.
quelqu'un qui a fait une mise à jour et puis il y avait plusieurs choix pour faire sa mise à jour. Alors, quelle est l'option qu'il a choisie pour faire sa mise à jour? Alors, il y en a une, le tuto YouTube, effectivement. On trouve tout sur YouTube. Bon. Bientôt, on trouvera tout dans ChatGPT. Ouais. L'accompagnement de l'éditeur, ben, on paye des licences, on paye du support pour se faire accompagner sur nos mises à jour. La plus belle phrase qui existe en IT, bon, ça a toujours marché comme ça, donc pourquoi faire des mises à jour, hein? Touche pas, ça marche. Et l'autre solution, donnons-nous un peu d'espoir, qui serait la bonne. Donc c'est, encore une fois, ce sont des histoires véridiques. Hein. Je peux vous dire que c'est très sympa. Là, vous vous doutez, il y a eu un incident après ça. Il y a eu comme un petit problème, hein, c'est-à-dire qu'on a perdu la visibilité sur plus de 8000 équipements pendant 3-4 heures. Donc là, il faut prier pour pas qu'il y ait un vrai incident derrière, parce que sinon, vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc les gens ont voté. Alors, la bonne réponse, eh ben, j'ai quelqu'un qui s'est trouvé très malin, qui avait envie de faire ça tout seul comme un grand, et qui a suivi un tuto YouTube pour faire la mise à jour d'un environnement Zabbix, à peu près 8000 équipements. Et ben, vous pouvez le parier, la base de données est repartie, tout s'est arrêté, plus rien n'a marché. Le tuto avait l'air sympathique, hein, surtout avec un bon YouTuber qui expliquait, mais ça a craché tous les systèmes pendant presque une demi-journée. Puis là, vous n'avez plus de SLA, etc. Donc, s'il y a des MSP qui sont dans la salle, vous avez vos gens, dites-leur de bien faire votre procédure, la procédure de rollback, d'installation, les fameux CAB ou ICAB, pour éviter de se trouver mal pris dans ce genre de situation. Du coup, sur YouTube, maintenant, il y a le rollback en tuto. On n'a pas publié de vidéo sur YouTube. Droit d'admin. Ah ouais, super. Voilà. Encore une fois, dans le cadre d'un MSP, grosse activité sur le firewall. Là, le firewall, beaucoup, peut-être une attaque, le CPU est dans le tapis, il y a du CPU, ça consomme. Puis vous savez ce qui se passe quand on a des firewalls qui consomment trop de CPU. Vous avez déjà vu? Ça ne marche plus. Hein, les flux sont ralentis, il n'y a plus de traitement. Ça devient de plus ampliqué parce que ben, ça sature. Puis là, il y a des logs. Donc en plus de saturer le CPU, ben, vous saturez le disque dur. Donc, vous pouvez toujours demander à votre boss ou au conseil d'administration, on peut rajouter les disques durs, rajouter le CPU, mais dans un incident, c'est un peu compliqué. Donc, on est vraiment le « OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, hop, je peux même faire noter, c'est cool. Et là, bon, on a des administrateurs qui ont le droit d'administration sur les firewalls, puis il faut réagir vite, hein, parce que ça commence à se ralentir, ça commence à se voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on fait un petit TCP dump, donc on va analyser le trafic parce qu'on veut vraiment comprendre ce qui se passe pour comprendre. Je rappelle qu'il n'y a déjà plus de CPU, hein, donc plus on rajoute des... On n'a pas trop le droit à l'erreur, hein, on n'a qu'une seule option. Bon, c'était un firewall de back-end, puis ça passera bien, on va attendre que le pic de la vague passe, puis ça va se retourner. Bonne solution. On n'a qu'à faire un any, puis là, comme ça, il n'y aura plus de drop. Donc plus de drop, plus de log, plus de CPU. On vient de régler le problème. Ou une solution magique, installer un firewall par-dessus un firewall, ce ne serait pas une bonne idée. Mais voilà. Waouh! Toujours des gens qui votent, des gens qui disent TCP dump. Il y en a quand même qui rajoutent du CPU pour analyser le trafic. C'est bien, c'est une bonne idée, mais je ne vous conseille pas. Ah, on peut le faire en avant, mais il faut un équipement à côté qui permet d'avoir ça, effectivement. Ouais, ce qui s'est passé, effectivement, il y a un administrateur qui avait trop de droits d'admin, puis il s'est trouvé malin en faisant un any. Donc, mais ça peut vous arriver dans un cadre d'incident. C'est une réaction épidermique, quelqu'un qui vous dit attention, il faut faire quelque chose. Vous lancez ça, puis là, vous venez d'ouvrir toutes les portes de chez vous sans faire exprès. Donc, au-dessus d'un problème, vous rajoutez potentiellement d'autres problèmes de sécurité. Est-ce que ça a réglé le problème? C'est que analyse chacun des paquets? Non, ça n'a pas réglé le problème. Mais ça a donné une petite bouffée d'oxygène, mais ça a absorbé encore plus de logs. Donc, ça répond au problème d'espace. Et non. Mais tout ça, c'est de l'importance de bien connaître ce qu'on fait comme action et de bien maîtriser ses environnements. Ça vote encore, hein? Oh, il y a des gens qui votent. Il y a des gens qui votent après.
Vous avez le droit de voter après. Oui, vous vous pouvez attendre la bonne réponse et voter après. Hein. Ouais. C'est Je possible. vous ai dit, à la fin, Ça vous allez marche choisir aussi, la solution que vous auriez envie de Voilà. faire, même si c'est pas judicieux. Dans le cadre d'un test d'intrusion encore, souvent quand les auditeurs rentrent, ils se branchent sur le réseau, ils commencent à lancer des découvertes réseau, et puis quand c'est une entreprise où il y a un peu d'actifs, ils découvrent beaucoup de choses. Donc après, ils passent sur une phase de tri, et puis quand ils ont un peu d'expérience, très vite, ils apprennent à repérer un peu les équipements un peu atypiques, sur lesquels ils ont soit l'habitude de tomber, soit au contraire ceux sur lesquels ils n'ont pas l'habitude de tomber. Et puis, comme c'était dans le cadre d'un test d'intrusion Red Team, du coup, faut faire un petit peu attention à sur quoi on tombe. Et donc là, la question, c'est sur quoi on a bien pu tomber. Habituellement, on tombe sur des serveurs mal configurés, la mer Noire. T'as changé les questions? La mer Noire. La mer à qui? La mer à qui? Ouais. Donc effectivement, souvent, on tombe sur des postes de travail, des serveurs, des équipements IoT éventuellement, des équipements OT si vraiment le réseau en possède. Et puis de manière assez atypique, on peut aussi tomber sur des équipements personnels. Et celui-là, il était très très personnel, trop personnel. Beaucoup trop personnel. Je pense que tout le monde a la bonne réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont CIO ici? Juste dans les... Pardon, Ouais. dans les 30, dans les 43, il y a des gens qui ont CIO. Donc voilà. Donc vous savez que ça, je vous conseille de ne pas stocker vos... C'était chez vous? Faites attention, mais on trouve beaucoup d'éléments personnels qui se promènent dans des environnements de bureau qui ne devraient pas. Et quand le pen testing marche trop bien, c'est là où ça récupère un peu toutes des informations. On essaye de séparer. Je regarde la moyenne d'âge vite. Normalement, on essaye de séparer, puis vous êtes bien, je pense, tous conscients de bien séparer, mais la tendance est tout mettre dans un seul périphérique, ramener le périphérique de travail au bureau, de tout mélanger. Faites attention. Il faut changer de nom, il faut mettre le nom de quelqu'un d'autre. Ouais, parce qu'effectivement, tu le dis bien, dans un test d'intrusion, si ça se passe bien pour les auditeurs et mal pour l'entreprise, ils ont accès à tout, en fait. Donc tout ce qu'il y a sur les serveurs, tout ce qu'il y a sur les laptops, des employés, probablement, potentiellement aussi des effets très personnels, des dossiers personnels. Voilà, il y a quand même une certaine éthique du test d'intrusion, mais techniquement, ils peuvent le faire. Donc, voilà. Oui. Alors, oui, mais non. Oui, mais non. C'est de la place pour trouver de la porn, mais non. Oui, mais non. Sachez que ça vient dans des rapports, parce que quand il faut faire le rapport de pentest avec des évidences, c'est toujours un peu délicat de mettre des photos, surtout quand c'est ça. Habituellement, on floute les photos dans les rapports, mais on est quand même obligé d'écrire un petit peu la teneur de ce qui est flouté. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Parfois, la formulation, elle vient pas tout de suite, hein, je vous cache pas. Et la question, c'est que tu gardais une copie? Non, mais non. Jamais. Mais non, l'éthique nous l'interdit. Non. Mais on l'a vu, et ça fait mal aux Mais yeux. On ne peut pas. On n'était pas les premiers. Peut-être que ceux d'avant, on ne sait pas. Prod toujours? Ah oui, prod toujours. J'ai eu la chance de travailler avec une société qui fait de la loterie en ligne. Vous savez, un système de loto. On joue tous les jours, 100 000 utilisateurs qui attendent l'heure pour cliquer. Et puis, petite mise à jour. C'est bon, on avait tout bien prévu, presque la mise à jour. Puis quand on a cliqué sur Reboot, la machine n'a pas redémarré avant l'heure du tirage où tous les usagers attendaient pour cliquer. Et donc là, évidemment, le CAB, on a fait ça on fait ça tous les jours, on a l'habitude, on n'a pas fait notre procédure de rollback. Qu'est-ce qui se passe en plan B? Qu'est-ce qu'on fait à côté? Ça, malheureusement, je vérifie, un opérateur téléphonique, ça n'a pas bien marché il n'y a pas très longtemps. On s'est tous retrouvés à comprendre qu'on était dépendants d'un revendeur, deux revendeurs qui étaient dans le même réseau téléphonique. Mais bref, procédure de rollback qui n'était pas, nous, elle n'était pas écrite. Et donc là, petit suspense. Hop, je fais ça, hop, comme ça. Et là, on avait plusieurs options pour essayer de repartir parce qu'il y a quand même du monde qui allait attendre, qui allait cliquer. Petite loto, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a dit, tiens, backup réinstalle, une base de données Oracle à réinstaller. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça ici.
Ah. 5 minutes. Ça peut être long, vous lancez Herman, vous lancez peu importe la méthode que vous avez faite, puis généralement vous ne l'avez jamais trop testé parce que c'est long. Et donc là, vous partez dans des heures et des heures de plaisir. Passage en prod sur un live CD. Ah ouais, un petit CD, une petite clé USB ou un CD, ça trahit un peu l'âge là. Ou un DVD. Une clé USB, on pourrait dire. Ah, le snapshot. Ah, ça c'est magique là pour ceux qui font de la virtualisation. Hop, on parle le snapshot. Pour peu qu'il soit consistant, puis que la mémoire soit bien faite et qu'il n'y ait pas eu un petit problème entre les deux ou l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant plus de 2 semaines, tous les équipements ont roulé sur des live CD pour pouvoir démarrer, faire un shroot. Il y a des gens qui faisaient du Linux, on a fait un shroot, puis on a démarré toute la prod du client, la base Oracle sur un live CD. Ça a très très bien marché. Fallait pas rebooter, fallait pas avoir de problème. Donc on a dit, oh là là, tout va bien, puis on va trouver la bonne fenêtre de maintenance pour pouvoir réparer ça correctement, pour pouvoir faire repartir la prod. C'est drôle parce que y a des choses qu'on ne pense pas, puis il y a des activités qui sont faites chez des clients pour que ça fonctionne, puis des fois ça tient vraiment sur un bout de ficelle, broche à foin là de même. Donc là, on passe à la section crise. Là, on va moins rigoler. Ou pas. Ou plus, je ne sais pas. Quand c'est la crise des autres, on peut, je pense. Fraude téléphonique. Est-ce qu'il y a déjà, malheureusement, des gens qui ont subi des fraudes téléphoniques? Ça arrive de moins en moins avec les Teams et tout, mais malheureusement, il y a quelques temps, quand on a fait passer les PABX sur IP qui sont devenus des IPBX, il y a eu un élan de personnes qui se sont pris des fraudes téléphoniques. Donc la fraude téléphonique, c'est à peu près toujours le même fonctionnement. Un attaquant arrive à compromettre une boîte vocale, une messagerie, il met en place une redirection d'appel vers un numéro surtaxé qu'il maîtrise, qu'il a acheté à l'avance. Et puis du coup, il prend tous les appels, toutes les personnes qu'il connaît s'appellent ce numéro. Et puis ce numéro est renvoyé vers le numéro surtaxé et c'est lui qui récolte l'argent. Ouais. On entend super bien la Martinique. Ouais. Donc évidemment, il faut faire de la longue distance, sinon c'est pas cool, parce que du coup, on a moins d'argent. En longue distance, ça marche bien si vous appelez la Chine ou si vous appelez vraiment à l'autre bout de la planète où ça coûte cher à l'opérateur et donc l'opérateur va le refacturer à l'entreprise qui en est victime. Très vite, ça peut chiffrer. Généralement, ça se passe le vendredi soir, comme il n'y a personne dans l'entreprise et ça s'arrête de soi-même le lundi matin ou parfois ça continue si le client s'en aperçoit pas et qu'il fait rien. Ça chiffre vite, hein. On est aux alentours des... là, par exemple, pour ce cas présent, en 2 jours, on était à 20 000 $ à peu près de facture. Donc, il y a certains mécanismes chez les opérateurs qui permettent d'alerter l'entreprise qui en est victime, mais souvent, ça met un peu de temps et puis ça se déclenche en fin de week-end ou le lundi matin. Donc là, le client, il vous appelle le lundi matin, il a une fraude qui est en cours, il en a déjà pour 20 000 $ et puis toutes les secondes, quelqu'un appelle, et puis ça transfère en Chine et puis ça lui coûte encore plus d'argent. Et puis, du coup, la question se pose de quoi faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on pourrait en profiter pour récupérer le numéro de la secrétaire, par exemple. Ça pourrait être ça ne va pas aider la fraude. Hein. Ça, c'est sûr que ça ne va pas du tout aider la fraude. Vous arrangez une date, par exemple, ouais, mais pas de fraude. C'est possible, mais la fraude va coûter cher. La réponse B, c'est pas l'autre, celle-là. C'est la réponse B. C'est la réponse B. Ouais. 5 jours pour négocier 10 $. Voilà. Où on appelle son opérateur. Donc, souvent, en fait, c'est lui qui vous appelle, qui vous dit il y a une fraude. Parce que il y a un problème. La plupart du temps, les clients s'en rendent compte pas, forcément, puisque la facture arrive un peu après. Et donc là, non, malheureusement, c'est que le client nous a dit c'est trop cher pour que vous veniez, qu'on l'aide. Hein. On voulait négocier 10 $ sur la facture, 10 $ de l'heure. Donc ça a mis 5 jours entre les approvisionnements, les discussions, les négociations contractuelles. Entre-temps, les 5 jours, il avait 200 000 $ de fraude qui se sont accumulés. Donc, en cas de réponse à incident, parfois, il vaut mieux réfléchir et se dire ça serait peut-être plus judicieux déjà que d'un point de vue contractuel et approvisionnement, ces choses-là, ça soit discuté avec les approvisionnements. Et puis parfois, je ne fais pas forcément référence au célèbre vautour dont tu aimes bien parler souvent en réponse à incident, mais parfois, il faut réagir vite et pas trop se poser de questions. Et puis après, une fois que les personnes sont sur place et qu'on prend l'ampleur de la situation, après discuter à négocier. Ça, c'est pour répondre à tous les gens qui vous disent « Oh, il faut avoir un plan, il faut avoir un plan ». Si vous n'avez pas de plan, ouais, c'est ça qui peut arriver. Donc l'idée, c'est de se mettre un peu, d'avoir des choses préorganisées, de savoir comment vous allez faire, parce que
dans la panique ou dans le coup de pied dans la fourmilière, ben, on ne veut pas se faire avoir. Puis des fois, on perd des heures, des minutes, des heures, des jours à négocier quelque chose qui ne ferait pas de sens. Et puis, ben, le compteur peut tourner aussi de l'autre côté. Et pour en avoir fait une dizaine à peu près des types de ce type de fraude, quand vous appelez l'opérateur, il vous dit, ben, tant pis pour vous en fait. Fallait sécuriser votre centrale téléphonique. Il reste 5 minutes? Oh, on va aller vite. Ok, on va plus vite alors. On va plus vite. Serveur MySQL, un grand fabricant, je ne dirais pas le nom. La base de données, tous les jours à la même heure, elle ne répond plus. Problème de production. Qu'est-ce qui s'est passé? Problème de production. Et hop, si on va de l'autre côté, puis que je fais play, hop. Hop, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est MySQL, bah, c'est normal, c'est de l'open source, ça bug tout le temps, on n'en veut pas. OM Killer, oui, alors là, ça c'est pour les plus connaissants Linux, c'était pas mal dans le fond là-bas. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ouais, la base de données, elle s'est fait tuer près des 3 draps. Ah bah, c'est l'heure du snapshot. Ah bah oui, du coup, ça marche pas. Et je vous assure, hein, l'administrateur, tous les jours, à la même heure, il se connecte, il voit que c'est arrêté, il redémarre. Hein, ça a duré une bonne semaine. Et merci d'avoir voté. Et malheureusement, c'est parce qu'en fait, un pirate était sur la machine et avait besoin de ressources pour faire ses affaires, etc. Donc, tous les jours, quand il se reconnectait dans sa petite job, ben, il arrêtait le MySQL parce qu'il avait besoin de mémoire et un peu de CPU. Voilà, ça arrive comme ça. Ça a mis à l'administrateur quand même plus d'une semaine à se dire, ben là, ça n'a pas d'allure que je fasse ça tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Puis il n'avait pas regardé dans les logs qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre sur la machine. Du coup, en tant qu'attaquant, relancez le service, s'il vous plaît. Oui. Faites vos choses et relancez le service comme ça. J'en ai un une fois qui a fait la mise à jour du parc. Donc, allons vite là-dessus aussi. Ah oui, parce qu'il nous reste que 5 minutes. Oh là là, moins 4, je pense. Si vous avez eu la chance d'avoir fait de l'administration système, vous avez peut-être utilisé plein de petites astuces, plein de petits liens. Bon, il y a quelqu'un qui a fait ça une fois, puis qui a supprimé les data files de la base Oracle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Quand on supprime la base de données Oracle, les fichiers de la base de données Oracle, ça marche quand même. On est un peu fou de même. Voilà. On ne peut pas supprimer un fichier qui est live, hein, comme sous Microsoft Windows. Généralement, quand le fichier est ouvert, on ne peut pas le supprimer. Donc, ça va. Alors, oui, ça marche, mais pas vraiment. Ou alors, on a l'autre. On a baissé la tête et puis, hop, c'est passé dans l'autre. Alors, comme on est un peu pris par le temps, je vous laisse... Oui, ça fonctionne, mais pas longtemps. Voilà. Donc ça fonctionne un peu, puis quand il va y avoir la rotation avec les redo logs, etc. dans une base Oracle, pour ceux qui connaissent, ben là c'est là où ça va être comme si vous attachez les pieds, puis là ça va commencer à s'arrêter méchamment. Et quand on a perdu les data files, ben, c'est Herman pour le backup, il faut tout repartir là. C'était assez intéressant comme problème. Déclaré ou pas déclaré? Bah ça, je pense, j'espère que vous ne l'avez pas tous vécu, mais en tout cas, c'est possible qu'il y en ait qui l'aient vécu. Quand on arrive le matin, souvent c'est le lundi matin, encore une fois, hein, c'est toujours le lundi matin qu'il se passe des problèmes, et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne et qu'on se rend compte qu'on a été rançonné. Après le choc que c'est, quels sont un petit peu les réflexes qu'on peut avoir? Est-ce que la première chose à laquelle on va penser, c'est déjà de déclarer? Parce que potentiellement, il y a des données personnelles, il va falloir faire une déclaration, on rentre dans un aspect un peu juridique, un peu compliqué. Le deuxième point, c'est que si jamais on décide de payer parce qu'on veut récupérer nos données et que vraiment on n'a pas de sauvegarde ou les sauvegardes ne fonctionnent plus, ou pas, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'on finance un petit peu, qu'on entretient la machine et qu'on pourrait être associé à financer le terroriste? Question juridique très compliquée auquel aujourd'hui peu de personnes ont la réponse. C'est-tu vraiment un incident? Est-ce qu'on ne serait pas tenté de se dire on va y aller quand même? Ou l'autre? Il y a des gens qui ont foi en l'humanité en mettant l'autre. J'aime ça. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on a déjà découvert? Est-ce qu'on a découvert effectivement la question se pose vraiment quand ça remonte dans la direction, c'est-tu vraiment un incident? Oui.
On essaye de mettre ça sous le tapis, puis on a tendance à vouloir mettre ça sous le tapis pour pas Jusqu'à ce qu'on puisse s'exposer. pas faire autrement et puis se rendre compte qu'il va falloir déclarer et peut-être même se retrouver derrière avec des ennuis judiciaires si jamais on décide de payer pour pouvoir accéder à nos données, qui pourraient être assimilées à du financement du terrorisme. En tout cas, c'est une vraie question, donc le mieux étant de ne pas en arriver là. Allez, comme on est pris par le temps, on va choisir les meilleurs. On avance? Est-ce que vous avez déjà... est-ce qu'il y en a qui ont un SOC? On peut s'arrêter là après. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des services de SOC ou du MDR? Ouais. Là, l'alerte est arrivée chez un client, le MDR dit « Attention, il y a un problème, il faut regarder, oulala, c'est grave, vous êtes fait défoncer, il y a le pirate. » Puis là, tout le branle-bas de combat, tout le monde cherche, on va regarder dans les logs, on essaie de trouver. Impossible de trouver ce que dit le MDR. Et là, quand vous avez une équipe qui vous dit « il y a un problème », puis de l'autre côté, l'autre équipe qui vous dit « bah non, il n'y a rien », vous ne pouvez pas jeter ça. Il faut vérifier, il faut trouver c'est quoi l'incohérence. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on ne comprend pas? Alors, une première erreur, vous savez, la date en français et la date en anglais, il y a quand même un petit catch. Hein? On change. On a utilisé un générateur de logs, du coup ça a fait du bruit, puis on a créé. Puis en fait, c'était peut-être les logs d'un autre client, donc on a alerté. Alors, les MDR font quand même attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils traitent. Hein? Ils ne se trompent pas généralement de clients. Par contre, les systèmes en français et les systèmes en anglais, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui installent les versions en français à la place d'anglais, les dates ne sont pas les mêmes. Et donc, le client a reçu des alertes d'MDR d'un pentest qui avait lu le 10 mars. Il les a reçus le 3 octobre. Et donc, ça a été très compliqué de chercher, de trouver quelle était vraiment la source du problème. Donc, faites attention quand vous avez des alertes. Assurez-vous que vous êtes bien. C'est arrivé. Faites attention. Et je connais, non, il n'est pas là, mais je connais la personne à qui c'est arrivé. On n'a plus de temps. C'est fini. C'est fini? Bon, on a fini. On en avait plein d'autres en stock. Ah non, vas-y, vraiment. continue. Vas-y. Regarde. On va à la fin. Non, mais on va à la fin, on s'en va. Regarde, on clique pas. Nous, on dit merci, merci de nous avoir écoutés. Il y avait plein de choses qui sont à l'intérieur. Des erreurs qui arrivent. Il y en a plein tous les jours et vous pouvez en avoir. Nous, l'idée, c'était de vous partager les erreurs qu'on a vues dans nos 40 ans d'expérience. Et puis, juste pour que vous ne tombiez pas dans des pièges aussi simples que ça. Puis, d'avoir aussi un peu d'humour à l'intérieur parce que ça fait partie de la vie. Parce qu'il y en restait vraiment plein encore parce qu'on n'a pas le temps, a priori. J'avais prévu, n'a pas le temps. Donc, voilà, merci. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres.